Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Dans un instant, nous allons prendre la direction de l'hémicycle où a débuté l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sur fond de manifestation des bonnets jaunes mutualistes devant le Sénat, ils demandent l'annulation d'un amendement du gouvernement sur les clauses de désignation des mutuelles qui créent pour chaque entreprise d'une branche professionnelle l'obligation de travailler avec l'organisme de complémentaire santé choisi par les représentants de cette branche. Mais avant de rentrer dans le détail de ce texte, écoutez la réaction de François Rebsamen, le président du groupe socialiste au Sénat. Il a réagi aux huées et aux sifflets visant François Hollande lors des cérémonies du 11 novembre. On l'écoute. L'indignation devant le comportement anti-républicain, j'allais même dire anti-France. Anti-France que peuvent avoir ou qu'ont pu avoir des membres de partis d'extrême droite qui étaient là, bafouant ce temps de recueillement et de rassemblement, oubliant ceux qui sont morts pour la France. Et donc c'est ce message d'indignation que nous devons relayer. On retrouve tout de suite Tam Tranui en duplex de la salle des conférences du Sénat pour parler projet de loi de financement de la sécurité sociale avec votre invité Tam, aujourd'hui le sénateur UMP du Vaucluse, Alain Milon. Oui, bonjour Delphine. Effectivement, je me trouve avec Alain Milon, sénateur UMP du Vaucluse et vice-président de la Commission des affaires sociales. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, l'UMP ne votera pas le budget de la sécurité sociale pour 2014. Tout simplement, d'abord, quels sont vos principaux griefs? Nous ne voterons pas. Le budget de la sécurité sociale tel qu'il est présenté, il y a une première partie qui concerne les recettes, une deuxième partie qui concerne les dépenses. En ce qui concerne les recettes, il y a un ONDAM prévu à 2,4, c'est-à-dire... Oui, juste l'ONDAM, c'est le montant prévisionnel établi tous les ans sur les dépenses de l'assurance maladie. Oui, en fait, c'est l'autorisation d'augmentation des dépenses par rapport à l'année précédente. Donc 2,4, ça veut dire qu'on autorise 4 milliards 100 millions de dépenses supplémentaires en 2014 par rapport à 2013. C'est considérable et quand on autorise autant de dépenses, il faut évidemment avoir des recettes à côté. Alors les recettes telles qu'elles sont prévues, c'est 2 milliards d'impôts supplémentaires, de taxes supplémentaires, de prélèvements supplémentaires sur les familles, sur les retraités agricoles, sur les retraités affiliés au RSI. Et ça, nous, on estime maintenant que ça suffit. Après les 4 milliards pour le PLFSS 2013, 2 milliards pour le PLFSS 2014, ça nous semble beaucoup, d'autant que dans la loi de finances, qui va passer dans quelques jours, chez nous, il y a aussi 12 milliards supplémentaires. Donc vous ne voterez donc pas a priori les recettes et vous ne serez pas les seuls. Nous ne serons pas les seuls à ne pas voter les recettes, c'est évident. Je pense qu'il y aura une majorité au Sénat, une fois de plus, et malheureusement peut-être, parce qu'on ne peut pas discuter des dépenses, mais malheureusement peut-être que ces recettes ne passeront pas au Sénat. D'accord. Juste, est-ce qu'il y a néanmoins des points que vous pouvez saluer dans ce texte, des avancées dans ce texte? On parle de la télémédecine, de la chirurgie ambulatoire. Alors, ça, c'est au niveau des dépenses. Et c'est vrai qu'il y a quelques efforts qui sont faits, en particulier, comme vous le disiez, sur la télémédecine, où on accentue la télémédecine sur l'ensemble du territoire national, et en particulier dans les endroits qui sont considérés comme étant des déserts médicaux. Et ça nous semble être une excellente chose, comme le fait d'accentuer la chirurgie ambulatoire sur l'ensemble du territoire, c'est une excellente chose. Ce qui nous semble moins bon, c'est par exemple les tarifs dégressifs, c'est-à-dire que lorsqu'un établissement marche bien, et si cet établissement qui marche bien dépasse un petit peu ses prévisions, tout ce qui est dépassé par rapport aux prévisions est payé moins cher que tout ce qui est en deçà des prévisions. Et ça ne nous semble pas être une bonne chose pour les établissements qui marchent bien, évidemment. Pour les établissements qui ont des problèmes, qu'il y ait des aides, qu'il y ait des réflexions qui soient mises en place, nous sommes aussi d'accord. Vous le disiez, vous ne voterez donc pas les recettes, et a priori vous ne serez pas les seuls, puisque les communistes ont déjà dit qu'en l'état, ils ne voteraient pas le budget de la sécurité sociale pour 2014. Surtout à cause des impôts nouveaux et des prélèvements nouveaux qui sont faits sur les familles. Est-ce que sur le fond, donc ce rejet très probable du texte ne pose pas un problème quand même vis-à-vis du Sénat, qui a rejeté de nombreux textes, et ensuite la rédaction législative revient finalement à l'Assemblée nationale, qui a le dernier mot? Le fait que le Sénat refuse des textes du gouvernement tels qu'ils nous sont présentés tend à prouver que nous avons une réflexion
qui va suffisamment loin pour essayer de proposer d'autres choses qui ne sont pas acceptées par le gouvernement ni par la majorité de l'Assemblée nationale. Alors je pense qu'au contraire, le Sénat joue son rôle dans la réflexion, l'Assemblée nationale joue son rôle dans le suivi du gouvernement et peut-être qu'au bout du compte, c'est plutôt le suivi qui est mal vu par la population que la réflexion. Merci Alain Milon d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette interview. Alors tout de suite, sans plus tarder, direction l'hémicycle du Sénat où a débuté l'examen du projet de budget pour la sécurité sociale. Bonne séance et on se retrouve tout à l'heure. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, chers collègues, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur pour avis, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Au fond, j'ai le sentiment de ne pas vous quitter, puisqu'il y a quelques jours encore, nous étions rassemblés ici pour un autre débat, celui des retraites, celui sur les retraites, débat qui n'est pas totalement sans lien, évidemment, avec ce que nous abordons aujourd'hui comme discussion. Depuis un an, puisque nous allons débattre de l'avenir de notre protection sociale et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je veux indiquer le choix de ce gouvernement de maintenir un haut niveau de protection sociale pour nos concitoyens. Ce choix, il est affirmé de manière résolue, y compris dans la situation économique et financière difficile que nous connaissons, même si cela ne veut pas dire que des réformes de fond ne sont pas nécessaires, et ces réformes de fond, ce sont celles que le gouvernement engage. Mais à un moment où l'on entend des voix s'élever qui, au fond, en appellent à la remise en question de notre modèle social lui-même, il paraît important de redire avec force à cette tribune que le gouvernement, dans la période actuelle, a fait ou a affirmé la volonté que les droits sociaux devaient être maintenus et renforcés. Parce que renoncer à notre modèle social, cela voudrait dire renvoyer chacune et chacun à sa responsabilité individuelle. Cela voudrait dire, au fond, permettre à ceux qui ont les moyens de s'assurer individuellement de le faire et d'abandonner les autres. Ce choix-là, le gouvernement ne le fait pas, ne s'y résout pas et ne le fera pas. C'est la raison pour laquelle nous avons, dès notre arrivée aux responsabilités, pris des mesures importantes nous permettant de rétablir, de redresser les comptes sociaux, car le redressement des comptes sociaux est évidemment une condition nécessaire pour le maintien d'une politique sociale forte ou de politiques sociales fortes. Dès l'été 2012, nous avons engagé ce travail qui nous a permis de faire baisser progressivement le déficit de la sécurité sociale de 21 milliards d'euros, déficit que nous avons trouvé en arrivant aux responsabilités, à 16 milliards pour l'année 2013, avec un objectif affirmé pour 2014 de ramener ce déficit en dessous des 13 milliards, 12 milliards 800 millions d'euros. Ces résultats, nous les obtenons donc dans le cadre d'une maîtrise des dépenses affirmée, assumée, qui s'est traduite encore pour l'année 2013 par des dépenses d'assurance maladie inférieures aux objectifs qui avaient été chiffrés, et ce, malgré un contexte sanitaire difficile, puisque, vous le savez, nous avons connu une pandémie grippale parmi les plus rudes des dernières années, qui donc a représenté un surcoût important pour les finances publiques. Politique d'assurance maladie qui donc est maîtrisée et qui, pour autant, ne s'accompagne d'aucun des remboursements. C'est l'un des choix que nous faisons et c'est dans le même esprit, maîtrise des comptes, affirmation de politique structurelle, volonté de ne pas faire porter aux assurés la responsabilité ou la charge des économies à engager, que nous abordons ce nouveau projet de loi de financement de la sécurité sociale. En effet, face aux inquiétudes de nos concitoyens, nous voulons renforcer les piliers de la protection sociale. Cela passe, comme je l'indiquais il y a un instant, par la mise en place de politiques de fond, politiques structurelles, comme on dit, mais disons politiques de fond, qui nous servent à affirmer des priorités et à afficher des objectifs auxquels nous devons nous tenir.
À l'évidence, la loi sur les retraites trouve sa traduction dans les comptes sociaux. Nous n'allons pas l'aborder ici. Je ne reviens pas sur les grandes orientations de cette loi. Le débat est encore frais à nos esprits. Je ne doute pas que l'Assemblée nationale nous permettra d'avancer sur la voie de l'adoption de cette réforme décisive pour l'avenir de nos régimes de retraite et la justice de nos régimes de retraite dans les années à venir. Mais évidemment, nous trouvons dans les comptes sociaux la traduction concrète des choix qui sont faits par le gouvernement en la matière. Projet de loi de financement de la sécurité sociale qui concrétise aussi nos orientations et notre action en direction des familles. Dominique Bertinotti aura l'occasion dans un instant d'y revenir, mais il s'agit pour nous de manière tout à fait assumée et affirmée d'adapter notre politique familiale aux évolutions de la société. C'est ainsi que nous proposons la modulation de certaines prestations, mais que nous disons clairement et fortement qu'une politique familiale aujourd'hui ne peut pas se limiter à l'appréciation du niveau des prestations versées aux familles, qu'une politique familiale, c'est aussi réside aussi dans la possibilité donnée aux familles de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. C'est ainsi que, d'ici 2017, 275 000 places d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans seront créées, et cela représente un engagement fort et un choix structurant pour nos politiques. Dans le cadre de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous marquons aussi un soutien net en faveur des personnes âgées et handicapées. Michel Delaunay puis Marie-Arlette Carlotti auront l'occasion d'y revenir à leur tour. L'Ondam médico-social va évoluer de 3%, ce qui, pour les personnes âgées, représente par exemple 130 millions de crédits supplémentaires pour la médicalisation des EHPAD. De la même façon, nous marquons clairement notre engagement pour permettre la mise en œuvre du plan Alzheimer, et ce plan poursuit son chemin, si j'ose dire, et sa déclinaison. Avec Michel Delaunay, nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines, les prochains mois, de présenter la loi d'orientation et de programmation pour adapter notre société au vieillissement de la population, qui marque l'engagement fort de ce gouvernement pour permettre que les personnes âgées, les personnes perdant progressivement leur autonomie, soient à la fois mieux accompagnées, mieux intégrées et surtout que nous puissions retarder le plus possible ce moment. Les premières mesures de cette loi seront applicables dès le 1er janvier 2015, mais sans attendre. 100 millions d'euros issus de la CASA permettront, dès 2014, de soutenir la politique en faveur des personnes âgées. Je sais que cette évolution et cet engagement de la part du gouvernement ont été suivis avec attention par la Commission des affaires sociales et, à n'en pas douter, par l'ensemble de cette Assemblée. Poursuivre l'effort sur le médico-social, en matière de médico-social, c'est aussi, je le disais, renforcer le soutien aux personnes en situation de handicap. Et le projet de loi de financement de la sécurité sociale nous permettra de financer la première annuité du plan autisme et de consacrer plus de 150 millions d'euros à la création de places dans les établissements et les services pour personnes handicapées. Enfin, mais évidemment c'est un élément tout à fait décisif, cette loi, ce projet de loi constitue la première étape de la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé, dont je veux rappeler que le premier objectif est la réduction des inégalités en matière de santé. Et c'est donc dans ce cadre-là et pour atteindre ces objectifs-là que nous avons construit l'Ondam pour 2014. Cet objectif national de dépenses de l'assurance maladie progressera en 2014 de 2,4%, ce qui représente un effort exigeant pour la politique que nous menons. Plus de 2,4 milliards d'économies seront ainsi réalisées, auxquelles s'ajoutera l'impact des dépenses non réalisées
en 2013. Tous les secteurs de l'offre de santé, sans exception, participeront à la maîtrise de la dépense, mais comme l'an dernier, aucun déremboursement, aucune franchise nouvelle, aucun transfert vers les organismes complémentaires n'interviendront. C'est une volonté de notre part et une priorité que nous assumons et que nous affichons. L'assurance maladie, je veux le dire ici avec force, doit rester le pilier fondamental de la prise en charge des dépenses de santé. Depuis 2004, nous assistons à un effritement de cette prise en charge au profit des organismes complémentaires. J'ai donc pris l'engagement d'enrayer cette tendance et un bilan annuel sera remis au Parlement sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie, et ce, dès l'année prochaine. Mais dès maintenant, nous posons les premiers jalons de la stratégie nationale de santé. Ce texte doit d'abord permettre de prolonger, d'amplifier le combat pour l'accès aux soins et l'égalité de l'accès aux soins. Il est nécessaire, de ce point de vue, de franchir une nouvelle étape dans la généralisation de la complémentaire santé. La priorité est d'abord de simplifier les procédures pour lutter contre le non-recours de ceux qui peuvent bénéficier de l'ACS, l'aide à la complémentaire santé. Par ailleurs, l'accès à la CMU sera facilité pour les étudiants en situation de précarité ou en situation d'isolement et d'isolement familial. C'est ainsi que ce texte prévoit le renouvellement automatique du droit à l'ACS pour les bénéficiaires de l'ASPA, permet d'ouvrir plus facilement l'accès à la CMU pour certains étudiants et permet de mettre en place des appels d'offres pour l'ACS, ce qui permettra dès l'année prochaine de déterminer des contrats vers lesquels seront orientées les personnes éligibles à l'ACS, ce qui doit permettre de lutter contre le non-recours à ce droit qui existe dans notre pays. C'est une avancée importante et cohérente, je veux le souligner, avec les propositions formulées par Madame Archimbaud dans le rapport qu'elle a remis au gouvernement et que je salue ici. Ce texte ouvre un autre grand chantier, celui de l'amélioration des contrats qui sont proposés à nos concitoyens. C'est ainsi que nous voulons permettre de favoriser le recours à des contrats dits responsables et solidaires en permettant de mieux identifier les critères selon lesquels seront labellisés comme responsables et solidaires des contrats. L'Assemblée nationale a souhaité soutenir cette démarche en différenciant de façon plus forte la taxation qui s'applique aux contrats responsables et à ceux qui ne le sont pas. Et je crois qu'il s'agit là d'une initiative positive. Par ailleurs, nous avons attiré les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en matière de protection complémentaire collective de branche. Les branches pourront donc recommander des organismes dans le cadre de contrats offrant un haut niveau de solidarité qui feront l'objet d'incitations par le biais de la différenciation du forfait social. Enfin, ce projet de loi prévoit des avancées importantes en matière d'accès à l'optique pour l'ensemble des bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé. La prochaine étape pour lever les barrières financières qui entravent l'accès aux soins relève d'une ambition plus grande. Il s'agit de la généralisation du tiers payant pour l'ensemble des soins de ville avant 2017 et dès 2014 pour les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'aborder cette question dans nos débats. Avec ce texte, au-delà de l'accès, de la réduction des inégalités de santé, nous engageons la refondation de notre organisation de soins et c'est la deuxième priorité ou le deuxième pilier de la stratégie nationale de santé. Ce que j'ai appelé la révolution du premier recours, pour reprendre la formulation des Canadiens qui parlaient de virage ambulatoire, cette révolution donc du premier recours en sera la pierre angulaire. Nous prolongerons d'une année les expérimentations des nouveaux modes de rémunération tout en étendant ce dispositif à 150 nouvelles équipes. Les centres de santé ont suscité beaucoup de débats, tant à l'Assemblée que lors des débats de la Commission des affaires sociales du Sénat. Ces centres seront pleinement concernés par le développement des nouveaux modes de rémunération.
En parallèle, ce texte propose d'initier la réforme du financement des hôpitaux en prenant mieux en compte la situation des établissements isolés. Par ailleurs, une dégressivité tarifaire sera mise en place de manière ponctuelle pour réguler les effets parfois inflationnistes de la tarification à l'activité. Enfin, nous expérimenterons le financement au parcours dans les établissements hospitaliers en nous appuyant sur le nouveau financement pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique et la radiothérapie du cancer. Pour parvenir à un pilotage financier plus adapté aux réalités de terrain, les agences régionales de santé seront autorisées à procéder à des transferts entre enveloppes, ce qu'on appelle la fongibilité, mais qui n'est compréhensible que de ceux qui travaillent au quotidien sur ces questions. Et donc les agences régionales de santé seront autorisées à, au fond, faire bouger leurs enveloppes financières dans le cadre fixé par le Parlement. La stratégie nationale de santé investit aussi largement le champ de la santé publique et c'est ainsi que dans le cadre de ce projet de loi, 2 objectifs majeurs sont fixés, la lutte contre le tabac et l'accès à la contraception. Pour ce qui est de la lutte contre le tabagisme, il n'y a aucun doute que c'est la situation des jeunes fumeurs qui est la plus préoccupante. Je propose donc de mettre en place une aide au sevrage tabagique pour les jeunes adultes avec une prise en charge renforcée des substituts nicotiniques. Prise en charge renforcée, ça veut dire très concrètement le triplement de cette prise en charge. Par ailleurs, pour ce qui est de l'accès à la contraception, il s'agit de prolonger les mesures prises l'année dernière qui avaient permis d'améliorer l'accès à la contraception des jeunes femmes et en particulier des mineurs. Je propose de poursuivre dans cette voie en instaurant le tiers payant pour les actes associés à la prescription de contraception pour les mineurs. Enfin, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale vise à renforcer l'efficience de notre politique du médicament. Une politique du médicament efficace, ce n'est pas la course en avant, c'est soutenir le bon usage des produits de santé. D'abord en luttant contre leur surconsommation et ensuite en permettant leur bonne utilisation. C'est pourquoi je souhaite que nous expérimentions la dispensation à l'unité par les pharmacies d'officine, par exemple en commençant par certains antibiotiques. Ensuite, la mise en place d'un répertoire des médicaments biosimilaires doit permettre le développement du recours à ces médicaments dans un cadre sécurisé qui n'existe pas aujourd'hui. Enfin, une politique du médicament efficace, mais nous avions eu l'occasion d'en débattre il n'y a pas si longtemps lors du débat organisé par M. Barbier et son groupe. C'est une politique qui favorise, c'est aussi une politique qui favorise la diffusion de l'innovation. Or, nous constatons que certaines procédures sont trop longues. Il convient donc de réduire leurs délais pour permettre une prise de décision rapide dans un contexte sécurisé. C'est le sens des engagements que le gouvernement a pris dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé et qui trouvent une traduction concrète dans ce texte. Mesdames et Messieurs les sénateurs, avec ce projet, nous maintenons le cap fixé depuis le début du quinquennat, celui du redressement de nos comptes et d'une transformation en profondeur de notre modèle social. Cette constance dans nos choix est aussi une condition pour rétablir la confiance des Français dans le pacte social et retrouver le sens du progrès. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du Budget. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais en quelques mots compléter ce que vient de dire Madame la ministre concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale, en essayant de mettre l'accent sur quelques aspects budgétaires et fiscaux qui sont complémentaires des questions qui viennent d'être évoquées à l'instant et qui me permettront d'apporter toute information utile à votre Assemblée concernant le contenu de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la trajectoire de redressement de nos comptes publics dans laquelle nous sommes engagés depuis plus de 18 mois désormais, qui nous engage non seulement devant le pays, qui nous engage également devant les institutions de l'Union européenne, puisqu'au titre du programme de stabilité, nous devons remplir nos objectifs de redressement des comptes publics, qui nous engage aussi dans la préservation de nos services publics, dans leur montée en gamme, dans la consolidation du modèle social français, car si nous ne parvenons pas à faire en sorte que sur chaque sujet, la bonne dépense publique ne chasse pas la mauvaise, nous serons en difficulté pour maintenir la qualité de notre système de protection sociale, de nos services publics, qui constituent le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et par conséquent, il nous faut préserver ce patrimoine avec beaucoup d'attention et de vigilance. Ce redressement des comptes publics commence à donner des résultats. Il m'arrive d'entendre que le fait qu'un décalage existe entre les objectifs de déficit nominaux que nous nous sommes assignés à nous-mêmes et ceux qui sont constatés en fin d'année, que ce décalage puisse exister, signifie que les déficits dérapent. Non, ils diminuent, et je voudrais d'ailleurs donner, pour être extrêmement précis, la séquence des déficits constatés depuis 2012 pour bien montrer que cette trajectoire est tenue, que les objectifs que nous nous étions assignés sont bien là, même si pour des raisons qui tiennent à l'absence de croissance, nous allons moins vite dans le redressement de nos comptes que nous aurions pu le souhaiter. Pour ce qui concerne le déficit nominal, il était de 5,3% du PIB en 2011 lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité. Il était en 2012, après que des mesures ont été prises en loi de finances rectificative, de 4,8%. Il aurait dû être de 4,5%. Mais nous avons dû absorber en 2012, en fin de gestion notamment, le déficit ou la dette de Dexia pour des raisons qui tiennent aux difficultés auxquelles cette banque a été confrontée, et également contribuer au rétablissement du budget de l'Union européenne, puisqu'en novembre 2010, une décision avait été prise par le précédent gouvernement en liaison avec d'autres gouvernements de l'Union européenne, contingentant les crédits de paiement alloués à l'Union européenne pour lui permettre d'atteindre ces objectifs budgétaires. Voilà là les deux principales raisons qui expliquent le décalage entre 4,8 et 4,5 de déficit. Vous constatez que la plus grande partie de ce décalage est imputable à des décisions prises antérieurement à l'arrivée de ce gouvernement et que nous avons dû éponger en prenant des dispositions en loi de finances rectificative qui représentaient des montants significatifs. En 2013, nous serons à 4,1% de déficit nominal et en 2014, nous serons à 3,6%. Nous serons donc passés en quelques années de 5,3 à 3,6, là où la moyenne de déficit nominal du précédent quinquennat était supérieure à 5%. Donc le déficit nominal diminue, les efforts auxquels les Français sont appelés commencent à porter leurs fruits et ce qui concerne les comptes sociaux n'échappe pas à cette tendance. Je voudrais, après que la ministre l'a fait elle-même, rappeler la séquence des chiffres. Lorsque nous sommes arrivés en 2012, le précédent déficit des comptes sociaux était de près de 21 milliards, 20,8 milliards très exactement. Si nous n'avions pas pris de disposition en 2012, nous aurions été sur un déficit des comptes sociaux supérieur à 21 milliards. En réalité, il est de 17,5 milliards en 2012. En 2013, le déficit sera de 16,2 milliards. Et si nous tenons nos objectifs, en 2014, le budget que nous vous présentons permettra d'afficher un déficit de régime général et du Fonds de solidarité vieillesse de 12,8 milliards. Ce qui signifie qu'en l'espace de 18 mois, par les efforts que nous aurons accomplis, la volonté de maîtrise des comptes publics et des comptes sociaux dont nous aurons témoigné, nous aurons diminué le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse de 8 milliards. Et à la fin du quinquennat, si cette tendance se maintient, le déficit sera de 4 milliards, ce qui signifie que nous aurons, en l'espace de 4 ans et demi, divisé par 5, le déficit des comptes sociaux. Je rappelle ces chiffres parce qu'il arrive que dans l'espace public, le vacarme ou le tohu-bohu médiatique aidant, on a le sentiment que les difficultés de l'économie empêchent la maîtrise des comptes sociaux. Il n'en est rien.
aussi bien pour ce qui concerne les déficits nominaux que pour ce qui concerne l'évolution des déficits du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse. Cette maîtrise des comptes n'est pas le but de notre stratégie, comme cela a été rappelé à l'instant par Marisol Touraine, c'est le moyen. Si nous voulons maîtriser les comptes sociaux et si nous nous attachons au respect de cette trajectoire de finances publiques, c'est parce que nous savons que si nous ne faisons pas cela, c'est le modèle social français dans ses équilibres, dans son identité, dans sa structure qui se trouvera remise en cause. Et si nous voulons assurer la pérennité de ce modèle, nous devons prendre ces dispositions en gestion. Je veux d'ailleurs faire écho à un certain nombre de documents de la Cour des comptes dont vous évoquez le contenu très souvent dans les commissions du Sénat, mais également de l'Assemblée nationale. La Cour des comptes prévoyait une évolution des déficits de la CNAV et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2011-2018 à hauteur de 70 milliards et pour la branche maladie et la branche famille de 72 milliards. En réalité, le total du déficit de ces deux branches, compte tenu de l'effort de maîtrise que nous faisons, sera de 82 milliards, là où il aurait dû être de 142 milliards, ce qui veut dire que nous épargnerons une dégradation de l'ordre de 60 milliards des comptes et par conséquent de la dette des comptes sociaux, ce qui, là encore, est une manière de bien mesurer l'effort que nous faisons pour faire en sorte que le budget des comptes sociaux soit rigoureusement tenu et la dépense maîtrisée. Je voudrais insister également, et ce sera le dernier point sur les aspects budgétaires et comptables, sur le fait que les efforts que nous faisons de maîtrise des déficits, notamment de la branche vieillesse, nous permettront, compte tenu du dispositif de reprise de la dette par la Cades, décidé en 2010 avec son niveau annuel de 10 milliards plafonné à 62 milliards, de reprendre une partie de la dette de la famille et de la maladie pour 2014 à hauteur de 4 milliards d'euros, ce qui permettra, sans une mesure générale de prélèvement, de parvenir à contenir la dette des comptes sociaux par cette reprise de dette à hauteur de 4 milliards. Voilà pour le premier point concernant l'évolution des déficits, la maîtrise de la dépense et la maîtrise des comptes. Le deuxième point sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est sur le fait que les mesures de prélèvement qui sont inscrites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 sont des mesures de prélèvement qui sont destinées, d'une part, à assurer le rééquilibrage de comptes qui nous ont été laissés dans des situations de déficit préoccupants, soit de financer de nouvelles orientations politiques qui correspondent à un objectif de justice. Et je voudrais prendre les exemples précis des prélèvements décidés et essayer de vous indiquer les raisons pour lesquelles ces décisions ont été prises. Pour ce qui concerne tout d'abord les retraites, l'augmentation de la cotisation et la fiscalisation des majorations de pension permettront le rééquilibrage de notre régime de retraite, qui est la garantie de sa pérennité. Nous avons également la volonté, c'est ce dont témoignent l'article 9 et l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, de faire en sorte que nous puissions, pour le régime des indépendants, mais aussi pour le régime agricole, à travers la mise en sommeil d'un certain nombre de pratiques d'optimisation dans les exploitations agricoles, de financer les engagements qui avaient été pris concernant la réforme des retraites agricoles, avec un objectif, là aussi, de solidarité et de justice. Pour ce qui concerne les mesures prises au titre de la branche famille, c'est-à-dire les mesures concernant le quotient familial, qui doivent permettre de dégager 1 milliard de ressources, qui seront financées essentiellement par 13% des familles françaises dont la capacité contributive est la plus importante. Ces mesures de quotient permettront de diminuer le déficit de la branche famille, qui, lorsque nous sommes arrivés, était à hauteur de 2,5 milliards d'euros, mais également de financer des politiques nouvelles, avec le concours d'économies, puisqu'il y a 200 millions d'économies dans le budget 2014 qui sont appelés à monter en puissance jusqu'à atteindre 800 millions à l'horizon 2017. Ces mesures de quotient et ces mesures d'économie permettront de financer des 270 000 places
d'accueil pour les jeunes enfants, de financer l'augmentation du complément familial et de l'allocation de soutien familial dans le cadre du plan pauvreté pour les familles les plus en difficulté. La fiscalisation de la contribution des entreprises au contrat collectif de complémentaire santé s'inscrit dans la volonté du gouvernement au titre ou au terme de l'accord national interprofessionnel de généraliser ces dispositifs collectifs de complémentaire santé. C'est donc une mesure de justice que nous avons prise en généralisant ces complémentaires santé, de la même manière que nous avons voulu augmenter le plafond de la CMU de manière à pouvoir permettre à 750 000 familles d'avoir accès à ce service auquel elles n'avaient pas accès jusqu'à présent. Enfin, je voudrais dire un mot d'une mesure qui a fait débat au cours des dernières semaines et que l'on ne comprendrait pas que je passe sous silence, qui est la mesure de simplification et d'harmonisation proposée par le gouvernement concernant les prélèvements sociaux sur les produits d'épargne. Cette mesure, contrairement à ce qui a pu être dit parfois sans que la rigueur n'ait été toujours convoquée, n'est pas une taxe nouvelle. Les prélèvements sociaux sur les produits d'épargne sont déjà à 15,5%. Il n'y a donc pas eu de décision de mettre en place un prélèvement social sur les produits d'épargne qui jusqu'à présent n'aurait pas existé. Une grande partie des produits d'épargne étaient déjà fiscalisés à la sortie au taux de prélèvements sociaux de 15,5%. Il s'agit notamment des PEL conclus à partir de 2011 ou ayant une durée de vie de plus de 10 ans. Il s'agit également des produits d'assurance vie pour les versements intervenus après 1997. Ce qui existait était un dispositif confus où des produits de même nature étaient taxés aux prélèvements sociaux à des taux différents pour des raisons qui tenaient à la superposition de dispositifs hérités de l'histoire. Donc il est faux de dire qu'une taxe nouvelle de 15,5% a été décidée par ce gouvernement, applicable aux produits d'épargne. Au moment de leur sortie, le taux de prélèvements sociaux sur les produits d'épargne, comme sur d'autres plus-values, était déjà à 15,5%. Il n'a pas été décidé de créer ce prélèvement. Il a été décidé, par souci d'harmonisation, de l'appliquer à l'ensemble des produits d'épargne identiques. Deuxième point, il n'a pas non plus été décidé d'augmenter ce taux. Ce taux a été augmenté par nos prédécesseurs de façon très significative. Dans le tumulte des débats parlementaires à l'Assemblée nationale et du retentissement médiatique qui en a été donné, on a oublié de préciser que le taux des prélèvements sociaux sur les produits d'épargne était passé de 10 à 15,5% entre 2009 et 2012, ce qui représente un prélèvement sur les épargnants, quel que soit le niveau de leur épargne, de 6 milliards en 3 ans. 6 milliards en 3 ans. Le taux de prélèvement sur l'épargne est passé de 10 à 15,5 et nous n'avons pas proposé d'augmenter ce taux. Nous avons simplement proposé que tous les produits de même catégorie se voient appliquer le même dispositif de prélèvement au titre des prélèvements sociaux à la sortie. Cela a suscité des interrogations et nous avons par conséquent décidé, parce que nous sommes soucieux de faire en sorte que nous puissions sur tous les sujets où des apaisements sont possibles, où des concertations sont souhaitables, de les initier. Nous avons donc décidé de sortir de la mesure tous les produits d'épargne à l'exception de l'assurance vie. Et si nous avons gardé l'assurance vie, c'est pour des raisons qui tiennent à la spécificité de ce produit, mais aussi et surtout au fait que nous avons l'intention, à la faveur du PLFSS et du projet de loi de finances rectificative, de présenter un dispositif global de réforme de l'assurance vie qui est destiné à faire en sorte qu'une grande partie des avoirs déposés en assurance vie, puisse être orientée vers le financement du logement et vers le financement des entreprises. Nous souhaitons le faire dans l'intérêt du monde de l'entreprise et de la politique du logement. Nous souhaitons le faire aussi en accord avec le monde de l'assurance, avec lequel nous avons été amenés à nous concerter de telle sorte à ce que cette réforme puisse donner tous ses effets et permettre la relance de l'activité économique et de la croissance.
Enfin, le dernier point sur lequel je voudrais insister avant de conclure, c'est sur l'importance des économies en dépenses qui sont inscrites dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il s'agit là d'un effort de 4,5 milliards d'euros. Cet effort se répartit de la manière suivante. D'abord, sur l'ONDAM, où nous avons constaté, depuis notre arrivée en responsabilité, que les efforts que nous faisons pour maîtriser la dépense portent leurs fruits, puisque en 2012, les dépenses de l'ONDAM ont été réalisées 1 milliard au-dessus de l'objectif que la précédente majorité s'était assigné à elle-même. Et nous avons constaté avec Marisol Touraine, à l'occasion de la dernière commission des comptes sociaux, que pour 2013, nous étions au moins à 600 millions autour de l'objectif grâce aux efforts qu'ils ont faits de maîtrise de la dépense de l'assurance maladie. Cela nous permettra de maintenir la progression de l'ONDAM à 2,4%, là où au cours des 10 dernières années, elle avait été en moyenne de 4%, ce qui permettra de dégager sur les dépenses maladie, sans remettre en cause ni des remboursements, ni la qualité des prestations, à peu près 3 milliards pour l'année 2014. Nous avons 800 millions d'économies résultant du différé de l'indexation des retraites au mois d'octobre. Nous avons 500 millions d'économies qui résultent de la modernisation des caisses de sécurité sociale et notamment des efforts de dématérialisation et de numérisation qui permettent de constater des économies significatives. Et cet effort d'économie en dépenses, nous entendons le poursuivre parce qu'il est l'une des manières de faire en sorte, encore une fois, que la mauvaise dépense publique ne chasse pas la bonne et que les prélèvements obligatoires ne soient pas davantage sollicités au cours des prochaines années pour équilibrer nos comptes. Voilà ce que je voulais dire sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Je forme le vœu que dans cette Assemblée, où ces questions sont regardées de très près, avec beaucoup de compétences et de méticulosité par chacune et chacun d'entre vous, nous puissions avoir un débat riche qui permette d'aller au bout des interrogations, de conforter les politiques publiques, de renforcer nos politiques de solidarité pour faire en sorte que le modèle social français monte en gamme et se trouve dans les années qui viennent renforcé. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, l'examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale nous donne aujourd'hui l'occasion de dresser un premier bilan de l'action menée par la nouvelle majorité en matière de finances sociales. 18 mois se sont en effet écoulés depuis l'élection présidentielle et la nomination d'un nouveau gouvernement. 18 mois qui nous ont permis de définir, dans le dialogue et la concertation, les contours des réformes structurelles nécessaires au redressement de nos comptes publics. 18 mois qui nous ont permis de rompre avec 5 ans de dérive en proposant aux Français une gestion responsable de nos comptes sociaux. Quelle situation avons-vous en effet trouvé en mai 2012 ? Des déficits de 22,5 milliards d'euros pour le FSV et l'ensemble des régimes de base obligatoires et de 17,4 milliards pour le régime général. C'est la vérité. Un nouveau dérapage du déficit annoncé par la Commission des comptes de la Sécurité sociale au titre de la première moitié de l'année 2012. Une dégradation des comptes qui, sans atteindre les records établis en 2010, apparaissait suffisamment prononcée pour remettre en question l'existence même de notre système de protection sociale. Certes, je l'ai rappelé lors de notre dernière réunion de commission, l'équilibre comptable ne doit pas constituer une fin en soi. En période de crise, notre système de protection sociale doit bien évidemment jouer son rôle d'amortisseur. Mais comment pourrait-il le faire lorsque son niveau de déficit est tel que la soutenabilité des politiques qu'il est censé mettre en œuvre peut être remise en cause? Comment pourrait-il le faire lorsque ce fameux trou de la Sécu se creuse au point de faire douter nos compatriotes de la crédibilité des droits qu'elle est censée leur garantir? Tel est le constat qui a conduit le gouvernement à placer le redressement de nos comptes sociaux en tête de ses priorités.
Au regard de ce lourd passif hérité de la gestion précédente, dans quelle situation sommes-nous 1 an et demi plus tard? Nous ne sommes pas encore sortis de la zone rouge, loin s'en faut, mais la tendance affichée nous permet d'espérer un retour vers des soldes plus conformes au principe d'une bonne gestion des ressources publiques. D'une part, les efforts réalisés pour inverser la tendance de 2012 ont porté leurs fruits. La suppression des niches fiscales et le relèvement des taxes sur le capital votés dans le cadre de la loi de finances rectificative du 16 août 2012 ont permis de respecter les prévisions fixées en loi de financement par le précédent gouvernement. D'autre part, les mesures prises dans le cadre du PLFSS pour 2013 nous permettent d'afficher pour l'année en cours une nouvelle réduction des déficits sociaux en dépit d'un contexte économique dégradé. Notre collègue Alain Milon me reprochait mercredi, je ne sais pas si c'est un reproche d'ailleurs, mercredi dernier, de déployer beaucoup d'efforts pour convaincre les membres de la Commission des affaires sociales des progrès accomplis en matière de déficit. Pourtant, les résultats sont là. En 2 ans, le déficit des régimes obligatoires a été réduit de 5,5 milliards d'euros. Le déficit du régime général a diminué de 3,9 milliards d'euros. Les efforts demandés à nos compatriotes n'ont donc pas été vains. L'ajustement est sans doute douloureux, mais il permet d'endiguer la dérive des comptes face à la crise. Peut provoquer certes des mécontentements, mais il permet d'améliorer l'équité de notre système de protection sociale. Cette politique sera d'ailleurs poursuivie en 2014. Plus de 8 milliards d'euros sont en effet attendus des mesures inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale et le projet de loi de finances afin de rapprocher les comptes du régime général de leur niveau d'avant la crise. Plus de 4 milliards d'économies seront ainsi réalisées, cela a été détaillé tout à l'heure par Monsieur le ministre, grâce à la mise en œuvre de la Madame la ministre également, grâce à la mise en œuvre de la réforme des retraites, de la réforme de la politique familiale, donc Mesdames les ministres, et de la stratégie nationale de santé. Nous nous inscrivons donc dans une dynamique positive entretenue par la montée en puissance des réformes qui devraient permettre à l'horizon 2017 de tendre vers l'équilibre des comptes sociaux. Si tel est le cas, nous aurions, en l'espace d'une législature, divisé le déficit de la sécurité sociale par plus de 4. Et nous aurions fait la preuve, si besoin était, qu'une politique de gauche peut faire rimer justice sociale et saine gestion des comptes publics. S'agissant de la gestion de la dette sociale, j'avais regretté l'an dernier l'absence dans le PLFSS de dispositions relatives au transfert à la Cades des déficits des branches famille et maladie. En effet, en dépit de conditions de marché tout à fait exceptionnelles, il ne me semblait pas de bonne pratique de laisser l'ACOSS gérer en trésorerie des déficits aussi élevés. L'article 14 de ce PLFSS réussit à répondre à cette préoccupation en proposant d'élargir le dispositif de reprise de dette mis en place par l'article 9 de la loi de financement pour 2011. Cet élargissement, qui ne modifie ni le montant maximal des transferts, ni la durée d'amortissement de la dette sociale, permettra de tirer parti du rééquilibrage progressif des comptes de la branche vieillesse résultant des mesures adoptées dans le cadre de la réforme des retraites. Il permettra de reprendre près de 30 milliards d'euros entre 2013 et 2017 et d'éviter d'avoir à recourir à une mesure globale synonyme d'augmentation du taux de la CRDS ou d'affectation de nouvelles ressources à la Cades. Telles sont, mes chers collègues, les principales considérations que je souhaitais livrer au Sénat sur les recettes et l'équilibre. Vous l'avez compris, nous respectons cette année encore les engagements pris devant nos concitoyens. Nous rendons à notre système de protection sociale les marges de manœuvre financières dont il a besoin. Nous garantissons aux plus vulnérables les moyens d'accéder aux services qui leur sont nécessaires.
La Commission a d'ailleurs adopté en ce sens un amendement fixant le taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance à 3,5 % pour les contrats réservés aux bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. Ce taux réduit, applicable aux contrats sélectionnés à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue par l'article 45 de ce projet de loi, devrait avoir un double effet: inciter les assureurs à proposer des garanties de qualité à moindre coût et encourager les bénéficiaires de l'ACS à souscrire à ces contrats, diminuant ainsi le taux de non-recours à une complémentaire santé. J'espère, mesdames et messieurs les ministres, que cette initiative recevra votre assentiment. J'en viens maintenant à la partie du PLFSS relative à l'assurance maladie. Le Premier ministre a annoncé en février dernier la mise en place d'une stratégie nationale de santé que, Madame la ministre, vous avez détaillée le 23 septembre. Sans revenir précisément sur ces différents points, je souhaite surtout saluer la méthode. Cette stratégie embrasse dans son ensemble notre système de santé et vise à le transformer de manière globale, durable et pérenne pour l'adapter aux changements profonds que nous connaissons tous. N'est peut-être pas spectaculaire, diront certains, mais c'est la seule voie efficace et pertinente. Réorienter notre système vers la prévention, vers l'accompagnement global des patients, vers un décloisonnement des prises en charge, vers une meilleure coopération entre les professionnels, vers une véritable collaboration entre sanitaire, social et médico-social. Donc réorienter notre système ne peut se faire en un jour, au risque de casser tout simplement les outils construits pas à pas au fil des décennies. La concertation et une mise en œuvre planifiée dans le temps sont les conditions du caractère durable de toute réforme d'ampleur. C'est dans cet esprit que s'inscrit le projet de loi de financement pour 2014, qui contient de nombreuses mesures que je regrouperai en 4 axes: mieux organiser les soins primaires, faciliter l'accès aux soins et aux droits, aménager le financement des établissements de santé, améliorer le circuit du médicament. Mieux organiser les soins primaires tout d'abord. Il s'agit naturellement d'une priorité pour notre système de santé. Elle passe par le renforcement de la prise en charge de proximité autour du médecin traitant. Pour cela, nous allons prolonger d'1 année l'expérimentation relative aux nouveaux modes de rémunération, mais je souhaite que les partenaires conventionnels démarrent au plus tôt les négociations pour proposer un dispositif pérenne de financement des équipes de soins et de coordination. Il est essentiel de définir clairement des rémunérations qui soient complémentaires au paiement à l'acte. Ces rémunérations différentes constituent l'un des éléments dans la mise en place de parcours de santé. À cet égard, le PLFSS ouvre la voie à 2 expérimentations, l'une sur l'insuffisance rénale chronique, l'autre sur le traitement du cancer par radiothérapie externe. Celle sur l'IRC me semble particulièrement prometteuse, car la prise en charge de cette pathologie repose nécessairement sur un ensemble varié d'acteurs. L'étude d'impact précise d'ailleurs que le promoteur du projet pourrait être chargé de la répartition des crédits entre les différents partenaires. C'est une évolution très intéressante et particulièrement innovante en termes de décloisement. Peut-être, Madame la Ministre, pourrez-vous nous apporter quelques précisions sur ce point. Par ailleurs, le projet de loi met finalement en place les premiers pas d'un cadre financier pour la télémédecine, ce qui me semble également extrêmement important pour nos territoires. Madame la Ministre, l'Assemblée nationale a inséré une disposition pour conforter les centres de santé dont la fragilité financière a été reconnue par le récent rapport de l'IGAS, qui met en avant, dans le même temps, leur grande utilité sociale et sanitaire.
Notre commission a souhaité aller plus loin sur ce sujet pour simplifier la gestion des centres et renforcer encore leur place dans le système de santé. Pouvez-vous nous indiquer plus généralement quelles sont les intentions du gouvernement pour mieux assurer la place des centres de santé dans notre système de prise en charge? Faciliter l'accès aux soins et aux droits constitue, à mon sens, le deuxième axe de ce PLFSS. Parmi les différentes mesures, je n'évoquerai que celles relatives à la couverture complémentaire en santé. Elles sont structurelles, elles visent à aider les bénéficiaires de l'ACS à choisir un contrat dont le rapport qualité-prix aura été validé par les pouvoirs publics et, surtout, à mettre un frein à la surenchère que nous avons constatée dans le remboursement de certains frais. On ne rend service ni aux Français, ni au système de soins lui-même en solvabilisant de manière excessive certaines dépenses. En prévoyant que les contrats complémentaires pour bénéficier d'un taux réduit de TSCA ne devront pas prendre en charge des honoraires et des frais au-delà d'un certain seuil, tout en les obligeant à rembourser le ticket modérateur, nous contribuons positivement à la régulation des dépenses qui restent à la charge de nos concitoyens et je ne peux que m'en féliciter. Par ailleurs, notre commission a souhaité aller plus loin que ce qu'avait proposé l'Assemblée nationale pour faciliter l'accès à la CMU-C et à l'ACS. En nous inspirant du dispositif qui lie le RSA socle à la CMU-C, nous avons prévu que les allocataires d'un minimum vieillesse ou de l'AAH sont réputés satisfaire les conditions pour bénéficier de l'ACS. Cette mesure de simplification, tant pour les demandeurs que pour les personnels des caisses, me semble lever un verrou important, alors même que l'ACS connaît un taux de non-recours très élevé. Madame la ministre, entendez-vous reprendre cette mesure et quelles sont plus généralement vos intentions pour lutter contre le véritable parcours du combattant que connaissent les plus démunis dans l'accès à leurs droits? Le troisième thème que je souhaite aborder concerne le financement des établissements de santé. Je serai bref sur ce point, car je ne peux que me féliciter de la reprise de 2 mesures que nous avions proposées dans le rapport de l'AMEX de l'année dernière avec les éminents rapporteurs qu'ont été Jacky Lemaine et notre collègue Milon. Nous avions mis en avant le fait que les principes mêmes de la tarification à l'activité pouvaient mettre en difficulté certains établissements isolés dont les coûts fixes ne permettent pas de s'aligner sur les coûts moyens calculés nationalement pour l'élaboration des tarifs. Nous avions aussi mis en avant le risque inflationniste de la T2A. C'est pourquoi la minoration des tarifs au-delà d'un certain seuil d'activité peut constituer un outil permettant aux finances publiques de bénéficier d'une part des économies d'échelle que certaines prestations génèrent. Pour autant, la communauté hospitalière montre des signes d'inquiétude quant aux modalités d'application de la mesure proposée dans le PLFSS. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous apporter des précisions sur les activités qui seront concernées par la dégressivité des tarifs? Quatrième axe de travail, améliorer le circuit du médicament. Là aussi, le PLFSS contient plusieurs mesures que je ne détaillerai pas. Refonte des taxes pharmaceutiques, prise en charge des patients traités avec un médicament ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation, expérimentation de la délivrance à l'unité, diffusion des biosimilaires. Je souhaite insister sur la proposition de l'Assemblée nationale d'augmenter le montant des remises sur les génériques au-delà des actuels 17%. Certes, la situation n'est guère satisfaisante aujourd'hui puisque plusieurs études constatent un détournement de ce seuil. Si la mesure proposée à l'Assemblée consiste uniquement à légaliser les ristournes qui dépassent le seuil de 17%, pourquoi pas? Mais comment être certain que les coopérations commerciales disparaîtront réellement?
Surtout, aucune étude ou évaluation n'a pu être fournie sur l'impact d'un relèvement de seuil qui ne serait accompagné d'aucune autre mesure en parallèle, que ce soit en termes d'approvisionnement ou de production industrielle ou de partage des gains pour l'assurance maladie. C'est pourquoi notre commission a proposé à ce stade d'en rester au texte initial du gouvernement qui met en place un dispositif de déclaration permettant de diminuer les prix publics des médicaments. Je saisis l'occasion de ce sujet car, avec plusieurs autres, dans ce PLFSS, il soulève une même question. Nous avons tous été alertés sur les éventuelles conséquences de la fixation d'un plafond de prise en charge par les contrats complémentaires, j'en ai parlé. Que ce soit pour les médicaments, les lunettes, les prothèses dentaires, les appareils d'audioprothèse, quelle est la répartition optimale des marges entre les différents acteurs de la chaîne de soins? Quel niveau de transparence doit s'appliquer sur les prix, alors même que la collectivité, sécurité sociale ou couverture complémentaire en solvabilise une large part? Le consommateur doit-il savoir combien le chirurgien dentiste a acheté une prothèse, combien l'opticien a acheté des verres, combien le pharmacien a acheté le médicament, combien coûte le dispositif médical mis en place par un professionnel? Nous avions déjà eu ce débat passionné au sujet des prothèses dentaires. Je crois qu'il se pose aujourd'hui de la même manière et avec la même acuité pour l'optique, voire le médicament. Il me semble donc, Madame la Ministre, qu'il serait particulièrement intéressant de lancer une mission sur ce sujet. Comment rétribuer de manière juste l'ensemble des acteurs, du fabricant au revendeur final, pour à la fois favoriser la production dans notre pays et ne pas peser trop lourdement sur les finances de nos concitoyens et sur les comptes publics. La transparence dans la formation des prix et des marges peut constituer, à mon sens, une porte d'entrée intéressante pour éclairer cette question, mais nous voyons bien que nous devrons revenir sur ces sujets. En conclusion, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a comme priorité la consolidation de la solidarité nationale qui constitue la base de notre protection sociale. Redressement durable des comptes, sans pour autant créer d'effets déflationnistes, réforme de l'assurance vieillesse et de la politique familiale, stratégie nationale de santé fondée sur la proximité et la prévention, tels sont les éléments déterminants de ce texte que la Commission des affaires sociales du Sénat a approuvé et vous demande d'adopter. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Georges Labazée, rapporteur de la Commission des affaires sociales pour le secteur médico-social. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, en tant que rapporteur du volet médico-social du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, je tiens à saluer la progression des crédits qui seront alloués à ce secteur en 2014. Avec une hausse de 3%, l'ONDAM médico-social connaît une progression, certes moins marquée que les années précédentes, mais plus dynamique que celle de l'ONDAM dans son ensemble. Si l'on ajoute à cette enveloppe les ressources propres que mobilisera la CNSA, 18,8 milliards d'euros seront consacrés l'année prochaine au financement des établissements et services médico-sociaux. 9,5 milliards d'euros seront dédiés au secteur des personnes âgées, des personnes handicapées, et 9,3 milliards d'euros à celui des personnes âgées.
L'objectif global de dépenses, l'OGD, sera en outre abondé par un prélèvement de 70 millions d'euros effectué sur les réserves de la CNSA. Ces crédits supplémentaires permettront de renforcer les moyens existants dans les établissements et services médico-sociaux, de remplir les objectifs de création de places fixés par les différents plans gouvernementaux et de poursuivre la médicalisation des EHPAD. Sur ce point, il faut noter qu'à la fin de l'année 2012, 31% des établissements, soit 20% des places, n'étaient pas encore passés à un mode de tarification défini en fonction du GIR moyen pondéré soins. Des efforts substantiels devront donc encore être réalisés dans les années à venir pour achever ce processus. En 2014, 15 millions d'euros vont être plus spécifiquement consacrés à l'achèvement du plan Alzheimer. Le rapport d'évaluation qui a été publié au mois de juin dernier constitue une base de travail solide pour conforter et améliorer les structures créées dans le cadre du plan. Je pense en particulier, vous l'avez souligné, Madame la Ministre, aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer, les fameuses MAIA. Comme s'y est engagé le Président de la République, le plan doit être étendu à l'ensemble des maladies neurodégénératrices. Je formule le souhait que la dynamique engagée avec le premier plan puisse être maintenue, voire amplifiée rapidement dans les années à venir. Au cours des années passées, les rapporteurs pour le secteur médico-social ont fréquemment regretté la sous-consommation de l'OGD personnes âgées qui a été de 189 millions d'euros en 2012 et devrait encore s'élever à 150 millions d'euros en 2013. Le directeur de la CNSA que nous avons rencontré lors des entretiens me l'a assuré, ce problème sera bientôt derrière nous grâce à un resserrement du calendrier budgétaire et aux améliorations apportées au suivi des crédits ainsi qu'à leurs modalités d'allocation pour les créations de places. Effectivement, les tarifications qui se déroulent au mois de ou l'annonce de tarification du mois de juin seront rapidement avancées au mois de mars, ce qui permet, disons, une meilleure gestion. Je reste en tout cas attentif à ce que les enveloppes sur lesquelles se prononce chaque année le Parlement puissent être effectivement consommées dans des conditions satisfaisantes. À ce titre, il m'a semblé nécessaire d'améliorer le degré d'information dont dispose la représentation nationale concernant le financement des établissements et services médico-sociaux. Le gouvernement a l'obligation de transmettre au Parlement chaque année avant le 15 septembre un rapport sur le financement des établissements de santé qui, lorsqu'il est communiqué dans les temps, constitue un support utile à l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Rien n'existe dans le secteur médico-social, alors même que les règles de financement y sont à la fois hétérogènes et complexes. À mon initiative, la Commission a donc adopté un amendement tendant à introduire dans le Code de l'action sociale et des familles un article qui constituera le pendant pour les établissements et services financés par l'ONDAM médico-social des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives au rapport annuel sur le financement des établissements de santé. En début de navette, un seul article du projet de loi était consacré au secteur médico-social. Il s'agit, comme chaque année, depuis la loi de financement pour 2011, d'affecter une partie du produit de la contribution de solidarité pour l'autonomie au financement du plan d'aide à l'investissement, ce que nous appelons couramment le PAI,
Pour 2014, ce sont 2% qui doivent y être consacrés, soit un peu moins de 30 millions d'euros. Chaque année, les crédits alloués au PAI sont gelés au titre des mesures de régulation de l'ONDAM. Ils sont ensuite abondés en cours d'exercice budgétaire à partir des réserves de la CNSA. Si la meilleure consommation de l'OGD se confirme dans les années à venir, les ressources de la CNSA ne permettront bientôt plus de compenser ces mesures de gel. Or, grâce au PAI, la CNSA apporte un soutien indispensable pour le financement des investissements réalisés par les structures médico-sociales. En effet, ces crédits sécurisent l'accès à l'emprunt et contribuent à limiter le poids de l'investissement dans les tarifs appliqués par les établissements, donc nécessairement un allègement du prix de journée. En outre, les besoins de modernisation et de remise aux normes du parc déjà importants sont amenés à augmenter fortement dans les années à venir en raison du vieillissement de celui-ci. Nous pouvons estimer à l'heure actuelle, avec des situations différentes, Madame la Ministre, selon les départements, qu'à peu près 40% du parc des EHPAD, des maisons de retraite, si on les appelle ainsi plus communément, sont, disons, dans l'obligation d'être rénovés, ce qui représente des sommes très très importantes et pour lesquelles les départements ne peuvent à eux seuls assumer. La Commission a donc adopté, sur ma proposition, un amendement visant à mieux identifier et sécuriser les crédits destinés au PAI au sein du budget de la CNSA. Au moins 2% du produit de la CSA lui seront désormais affectés de façon pérenne au sein d'une nouvelle section dédiée à l'investissement. L'Assemblée nationale a introduit un article additionnel qui a pour objet de mettre fin à l'expérimentation de la modulation du forfait soins dans les EHPAD en fonction d'indicateurs de qualité et d'efficience. Dès l'examen de la loi de financement pour 2012, qui crée cette expérimentation, notre collègue Ronan Cardraon avait demandé sa suppression, soulignant les incertitudes qui caractérisent la tarification des EHPAD et la jugeant par conséquent prématurée. Au nom de la Commission des affaires sociales, je me félicite donc de cette convergence de vues entre nos deux assemblées, tout en regrettant les blocages qui continuent d'empêcher toute clarification du système de financement des EHPAD. Je pense en particulier à la tarification à la ressource prévue par la loi de financement pour 2009, mais qui n'est toujours pas entrée en vigueur faute de décret. Un tel manque de visibilité est regrettable, d'autant plus qu'un nombre non négligeable d'établissements seront amenés à renouveler leur convention tripartite dans les prochaines années. Une refonte de la tarification des établissements pour personnes handicapées vient d'être engagée dans le cadre de la modernisation de l'action publique et, Madame la Ministre, nous en réjouissons. Il s'agit d'un processus ambitieux qui a vocation à se dérouler sur plusieurs années. Je souhaite vivement qu'il puisse être une source d'inspiration pour réfléchir à des évolutions claires et consensuelles dans le secteur des personnes âgées. Voilà, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, mes chers collègues, les principales observations que je souhaitais formuler sur le volet médico-social de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans un contexte où l'effort de redressement de nos comptes sociaux doit être partagé par tous, le soutien à l'autonomie des personnes âgées et handicapées demeure une priorité du gouvernement, j'en suis heureux. Et je le suis d'autant plus que depuis l'intervention du Premier ministre le 14 octobre dernier, confirmée tout à l'heure par vous, Madame la Ministre, ici à la tribune du Sénat, nous connaissons le contour et le calendrier de la future réforme sur l'adaptation de la société
au vieillissement. Son premier volet, qui doit être adopté d'ici la fin de l'année prochaine, sera centré sur la prise en charge au domicile. La réforme de l'APA en constituera l'un des points majeurs dans un contexte où plus du quart des plans d'aide élaborés par les bénéficiaires de l'APA à domicile sont aujourd'hui saturés. Elle devra permettre de mieux prendre en compte les besoins des personnes les plus dépendantes. Cette réforme sera également indissociable d'une réflexion sur le financement de l'APA qui repose aujourd'hui très largement, je dirais trop largement, sur les départements depuis 2002 où la part de l'État et la part des départements étaient à parité, 50-50, nous sommes passés en 10 ans sur une part de 28% de l'État et 72% des départements. Je sais que le gouvernement travaille à les soutenir dans le financement des différentes allocations individuelles de solidarité. On aura l'occasion, je crois, d'en discuter lors du projet de loi de finances. Il est à ce titre indispensable que des garanties puissent être apportées aux départements quant à un partage équitable du financement de l'APA dans les années à venir. Le second volet qui sera mis en œuvre ultérieurement portera sur la prise en charge en établissement et devra notamment traiter de la lourde question du reste à charge acquitté par les résidents. Sur ce point, il me semble essentiel de travailler sur la base d'un diagnostic étayé des différents coûts que supportent les personnes hébergées en établissement, à la refonte des dispositifs d'aide qui sont aujourd'hui insuffisamment coordonnés et trop peu redistributifs. Nous le savons, cette réforme ne pourra être réellement ambitieuse qu'à la condition de s'appuyer sur des financements suffisants. Le Premier ministre nous l'a assuré, Madame la Ministre, vous venez d'y revenir dessus. Le produit de la CASA lui sera entièrement consacré à partir de 2015. C'est heureux, mais je l'aurais été davantage si, comme cela avait été prévu initialement par le gouvernement, la CASA avait été mise en réserve dès 2013 au sein d'une section dédiée au budget de la CNSA. De cette façon, nous aurions été en mesure de mobiliser, dès le début de l'année 2015, un peu plus d'1 milliard d'euros. Or, la CASA a été entièrement redirigée en 2014 pour alimenter le Fonds de solidarité vieillesse. Cette mesure, qui ne devait être qu'exceptionnelle, a été réfléchie en 2014, même, comme vous l'avez annoncé, si, grâce à un amendement adopté par l'Assemblée nationale, 100 millions d'euros resteront affectés à la CNSA. Il me semble qu'il aurait été plus lisible, plus compréhensible pour nos concitoyens que cette contribution qui pèse sur les retraités ait eu dès l'origine une vocation clairement assumée. Je reste cependant optimiste. Depuis plusieurs années, sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle, nous attendons cette réforme de l'adaptation de la société au vieillissement. Aujourd'hui, nous avons des certitudes. Un cap clair a été fixé. La concertation va être engagée dans les prochains jours. Je souhaite qu'elle puisse aboutir rapidement et que 2014 soit une année porteuse d'un espoir renouvelé pour les personnes en situation de perte d'autonomie, pour leurs proches ainsi que pour l'ensemble des professionnels qui les accompagnent chaque jour. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Isabelle Pasquier, rapporteure de la Commission des affaires sociales pour la famille. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, en 2013, pour la 6e année consécutive, la branche famille afficherait un niveau élevé de déficit, 2,8 milliards d'euros.
Ce triste record, le dernier remonté à 2010, s'explique par un ralentissement marqué des recettes, lui-même imputable à la mauvaise conjoncture économique. Cette dégradation est toutefois moins importante que celle prévue initialement grâce aux milliards d'euros de recettes supplémentaires affectés à la branche par la loi de finances rectificative d'août 2012 et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013. Ce que j'avais alors qualifié de bouffée d'oxygène a mis fin à une fragilisation sans précédent de recettes de la branche opérée sous le précédent quinquennat, dont le transfert de 0,28 points de CSG vers la CADES en 2011 a été la mesure la plus emblématique. Je souligne à ce sujet que le rendement des 3 taxes affectées à la CNAF en contrepartie de cette perte de CSG ne cesse de diminuer d'année en année. Malgré les efforts entrepris l'année dernière en recettes, le déficit de la branche continuerait de se creuser en 2014 pour atteindre les 3,3 milliards d'euros. Pour éviter ce dérapage, le présent projet de loi de financement prévoit un nouveau transfert de recettes à la branche famille pour un montant de 1 milliard qui permettrait de ramener le déficit à 2,3 milliards. Ce milliard d'euros supplémentaire provient de l'affectation à la CNAF du gain financier attendu de la baisse du plafond du quotient familial de 2 000 à 1 500 euros par demi-part, mesure prévue à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2014. Environ 1,3 million de foyers seront concernés par cet abaissement du plafond, soit 12% des ménages. La CNAF se voit également attribuer la compensation de la perte de 0,15 points de cotisation patronale famille, soit 1,16 milliard d'euros, destinés à assurer la neutralité de l'augmentation des cotisations patronales vieillesse sur le coût du travail. La rétrocession à la branche famille des économies escomptées de la réforme du quotient familial et la compensation de la diminution des cotisations patronales famille pour un montant total d'environ 2,19 milliards d'euros repose sur un schéma de financement pour le moins complexe. Le dispositif retenu comprend en effet 2 étapes. Tout d'abord, un transfert de recettes du budget de l'État vers la sécurité sociale au moyen d'un accroissement de la fraction du produit de la TVA affectée à la CNAM. Ensuite, l'attribution à la CNAF d'un panier de recettes en provenance de la CNAM composé de divers impôts et taxes. Bien sûr, on ne peut que partager l'objectif du gouvernement de redressement des comptes de la branche famille. Je considère cependant que les modifications apportées par le PLF et le PLFSS pour 2014 en matière de recettes remettent profondément en cause son financement solidaire qui repose historiquement sur les cotisations sociales. L'affectation du produit de l'abaissement du plafond du quotient familial et surtout le remplacement d'une part des cotisations patronales famille par des impôts et taxes sont à mes yeux révélateurs d'un basculement vers un financement fiscalisé dont les premiers contributeurs sont les ménages. Je crains par ailleurs que ce nouveau montage financier, outre le fait qu'il complexifie encore un peu plus la structure de financement de la branche, n'offre pas les garanties suffisantes quant à son financement pérenne. Enfin, il est particulièrement regrettable que la recette supplémentaire occasionnée par la fiscalisation de la majoration de pension pour 3 enfants et plus, mesure prévue à l'article 6 du PLF, soit affectée au financement de la réforme des retraites plutôt qu'à la branche famille, alors que c'est elle qui supporte la charge de cette prestation pour le compte du Fonds de solidarité vieillesse depuis 2009. Une deuxième injustice qui s'ajoute à celle qui consiste à élargir l'assiette de l'impôt sur le revenu des familles et donc diminuer leur pouvoir d'achat déjà largement impacté par les effets de la crise. Les mesures famille inscrites en dépenses sont, quant à elles, la traduction législative des annonces faites par le Premier ministre le 3 juin dernier à l'occasion de la rénovation de la politique familiale. 2 objectifs étaient annoncés: l'amélioration du caractère redistributif du système actuel en ciblant certaines prestations sur les familles en ayant le plus besoin, et la participation au redressement financier de la branche en lui faisant réaliser des économies. L'intention est certes louable, mais ces objectifs remettent en cause le principe, auquel je suis profondément attachée, d'universalité des prestations familiales. En outre, ils s'inscrivent clairement dans une logique d'austérité que je ne peux cautionner.
La première mesure consiste en une majoration du complément familial de 50% sur 5 ans pour les familles vivant sous le seuil de pauvreté, conformément à l'engagement pris dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Cette majoration, qui devrait bénéficier à 400 000 familles, va de pair avec celle annoncée de l'allocation de soutien familial de 25% à l'horizon 2018. La deuxième mesure est la modulation du montant de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE, selon le niveau de ressources des familles. Ces bénéficiaires définis comme les plus aisés verront son montant diminuer de moitié, tandis que ces bénéficiaires les plus modestes continueront de le percevoir à taux plein. 10% des familles éligibles, soit 180 000 d'entre elles, percevront désormais l'allocation de base à taux partiel. La troisième mesure concerne la majoration du complément de libre choix d'activité, la CLCA, qui, on le sait, est favorable aux familles dites les plus aisées, afin que tous les allocataires, quel que soit le niveau de leurs ressources, perçoivent un montant de CLCA identique. Il est proposé de supprimer cette majoration. Enfin, la quatrième mesure instaure un mécanisme de plafonnement des tarifs pratiqués par les microcrèches. Il ressort en effet d'une enquête réalisée par la CNAF en 2012 que certaines de ces structures ont recours à des pratiques abusives du fait de la liberté tarifaire dont elles bénéficient. Le dispositif prévu, qui repose sur le complément de mode de garde versé aux familles utilisatrices, conduirait à une limitation des tarifs facturés, donc à une diminution du reste à charge des familles. Trois autres dispositions relèvent, à mon sens, ni plus ni moins de la rigueur budgétaire. La non-revalorisation du montant de l'allocation de base de la PAJE jusqu'à ce que le montant du complément familial, régulièrement revalorisé selon les règles de droit commun, atteigne le même niveau. Le rattrapage entre ces prestations étant prévu pour 2020, cela signifie que le montant de l'allocation de base n'évoluera pas pendant 6 années consécutives. À ce gel s'ajoute celui des montants des primes à la naissance et à l'adoption. L'allocation de logement familial subira le même sort l'année prochaine, de même que l'allocation de logement social et l'aide personnalisée au logement. Dans le contexte économique et social que nous connaissons, ces mesures vont pénaliser encore un peu plus les familles les plus fragiles. C'est d'autant plus incompréhensible que vous admettez vous-même dans l'étude d'impact que l'augmentation des aides au logement est liée à la mauvaise conjoncture économique et à la hausse du chômage. En somme, plus il y a de besoins, plus on contracte les budgets. Quelques mots pour finir sur la nouvelle convention d'objectifs et de gestion signée entre la CNAF et l'État le 16 juillet dernier, après plus d'1 an et demi de négociations longues et difficiles, et sur laquelle j'ai pu m'entretenir avec les représentants syndicaux des salariés des CAF. Les deux premières orientations stratégiques retenues, le développement des services aux familles et l'amélioration de l'accès aux droits, me semblent pertinentes. Elles s'accompagnent d'ailleurs d'une augmentation significative des crédits du Fonds national d'action sociale sur la période 2013-2017. En revanche, le troisième axe, qui vise un choc de production, selon les termes mêmes de la Convention, ne résoudra en rien la profonde crise que traversent les CAF depuis 2 ans maintenant. Au contraire, il risque de l'aggraver en raison des économies de gestion qu'il prévoit. Alors que la COG repose sur un renforcement des moyens humains des caisses sur les 2 premières années à hauteur de 700 équivalents temps plein, il est dans le même temps acté que les effectifs du réseau devront diminuer de 1 000 équivalents temps plein en 5 ans. Autrement dit, on reprend d'une main ce que l'on donne de l'autre. En résumé, Madame la Ministre, je crains que ce PLFSS fasse un pas de plus vers la remise en question de la branche famille, et ce, malgré les diverses déclarations. L'approche que vous avez de la redistribution pose plusieurs problèmes. D'abord, plus on soumet les prestations en ressources, plus on s'éloigne de l'universalité, sans compter que les dossiers vont voir leur traitement se complexifier, ce qui va à l'encontre du choc de simplification réclamé par le Président de la République et aux économies de gestion que l'on demande aux caisses de faire. Deuxièmement, on prend aux uns pour donner aux autres, aux classes moyennes pour donner aux plus modestes, ou même parfois à personne, selon le cas. Il serait plus pertinent, me semble-t-il, pour combler les inégalités, d'engager une grande réforme de la fiscalité pour rendre l'impôt plus juste et plus progressif qu'il ne l'est aujourd'hui.
De plus, le budget de la branche famille sert largement la politique de lutte contre la pauvreté. Loin de moi l'idée qu'elle ne doit pas y contribuer, mais ce n'est pas sa vocation première. Et puis recentrer les prestations sur les ménages les plus modestes au détriment des autres risque de renforcer la stigmatisation déjà existante des plus démunis. Tout cela, bien sûr, pose la question du financement de la branche, car si on la détourne de sa vocation première, on est amené évidemment à s'interroger pour savoir qui la finance et comment on la finance. À ce titre, je rappelle que les prestations familiales font partie du salaire socialisé et en conséquence, toute remise en cause, le gel ou la baisse des cotisations sociales équivaut à une baisse des salaires et donc une perte de pouvoir d'achat. Tous ces doutes et ces craintes m'amène, vous l'aurez compris, à apporter un avis défavorable sur ce PLFSS, un avis, je tiens à le dire, qui est partagé par une majorité d'organismes sociaux, associations et syndicats. Je vous remercie. Merci, Madame le rapporteur. La parole est à Madame Christiane de Montes, rapporteure de la Commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Madame la rapporteure, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. S'agissant de la branche vieillesse, évidemment, le PLFSS pour 2014, et Madame la ministre l'a indiqué dans son propos introductif, s'inscrit bien entendu dans le prolongement du projet de loi garantissant l'avenir et la justice de notre système de retraite, en cours d'examen au Parlement. Et nous étions la semaine dernière à la même heure, toujours en discussion sur ce projet de loi retraite. Vous le savez, mais je vais vous le rappeler, ce projet de loi s'articule autour de 3 axes principaux. Le redressement des comptes des régimes de retraite à court terme et la correction de la trajectoire financière de long terme. La priorité donnée à l'équité qui exige de mieux prendre en compte les évolutions sociales et la diversité des parcours professionnels dans l'acquisition des droits à la retraite, notamment pour les femmes et les plus jeunes de nos concitoyens. Enfin, le renforcement du droit à l'information des assurés et l'amélioration de la coordination entre les régimes. Le PLFSS ne comporte donc pas de mesures de fonds ou de dépenses nouvelles concernant bien évidemment la branche vieillesse, mais il traduit l'équilibre financier de la réforme et accompagne les mesures d'équité dont nous avons débattu. Nos discussions relatives au projet de loi sur les retraites ayant été longues et nourries, je me limiterai à rappeler en quelques mots la contribution de cette réforme à l'amélioration de la situation financière de l'assurance vieillesse. L'effort de redressement de notre système de retraite a été engagé dès l'été 2012 avec les mesures de recettes portées par le décret de juillet 2012 et par la loi de finances rectificative d'août 2012. Cette année, ces mesures ont joué sur une année pleine. Conjuguées aux mesures inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances pour 2013, elles ont largement contribué à la réduction des déficits. Au total, le déficit de l'ensemble de la branche vieillesse et du Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, sera en effet réduit de plus d'un tiers entre 2012 et 2013, passant de 10,2 milliards d'euros à 6,8 milliards d'euros. Les mesures de financement contenues dans le projet de loi sur les retraites prolongent ces efforts. J'ai déjà eu l'occasion de souligner que ces mesures mettent à contribution l'ensemble de nos concitoyens, les actifs, les employeurs et les retraités, sur la base d'efforts modérés et équitablement répartis et dans des conditions d'anticipation raisonnables. Vous le savez, à court terme, la contribution des actifs et des employeurs, Monsieur le ministre du Budget l'a rappelé tout à l'heure, se traduira par une hausse progressive de 0,3 points en 4 ans des cotisations d'assurance vieillesse. S'agissant des retraités, la date de revalorisation des pensions de retraite sera reportée de 6 mois et cette mesure ne s'appliquera ni à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, ni aux rentes liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, la branche AT-MP, dont mon collègue Godefroy parlera après moi. La réforme des retraites prévoit également des économies de gestion des régimes de retraite. À cet égard, les objectifs précis
assignés à la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales feront l'objet de prochaines conventions d'objectifs et de gestion qui seront signées avec l'État. L'impact total des mesures de financement contenues dans la réforme s'élèvera ainsi à 4,1 milliards d'euros en 2014 et le déficit de la branche vieillesse de l'ensemble des régimes de base devrait être ramené en 2014 à 1,6 milliard d'euros. En ce qui concerne le déficit de la branche vieillesse du seul régime général, il devrait atteindre 1,2 milliard d'euros au lieu de 3,7 milliards d'euros s'il n'y avait pas eu de réforme. Sur la trajectoire du retour à l'équilibre des régimes de base à l'horizon 2020, la résorption du déficit de la branche vieillesse du régime général est envisagée pour 2016. Un dernier mot pour souligner que la troisième partie du PLFSS, relative aux recettes et à l'équilibre financier, comporte 3 articles qui font directement écho au projet de loi sur les retraites. Premièrement, afin de financer les mesures d'équité en faveur des petites pensions agricoles, l'article 9 augmente les recettes de la branche vieillesse du régime des exploitants agricoles par la suppression d'une niche sociale. Deuxièmement, l'article 10 crée une cotisation vieillesse déplafonnée au régime social des indépendants, le RSI, pour permettre une hausse des cotisations dans des termes identiques à l'ensemble des régimes de base. Et enfin, l'article 16 prévoit les conditions dans lesquelles l'État compensera les exonérations de cotisations vieillesse des apprentis qui pourront désormais valider l'ensemble de leur trimestre d'apprentissage au titre de la retraite. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le PLFSS pour 2014 poursuit résolument le redressement des comptes amorcé en 2012. Il répond ainsi à la double exigence de financement et de justice inscrite au cœur de la réforme en cours d'examen. Je vous remercie. Merci Madame de Montes. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Godefroy, rapporteur de la Commission des affaires sociales pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, la branche AT-MP du régime général devrait clore l'année 2013 avec un excédent de 300 millions d'euros. Excédent que l'on constaterait à nouveau en 2014, mais pour moins de 70 millions d'euros. La situation de la branche est donc fragile, d'autant qu'elle doit rembourser une dette de plus de 2 milliards d'euros actuellement portée par l'ACOSS. Ceci nous incite à une vigilance particulière sur les moyens dont elle dispose et sur les charges qu'elle supporte. L'essentiel des charges est lié aux dépenses de réparation de 3 types de sinistres que couvre la branche: les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles. On peut noter avec satisfaction que le nombre d'accidents du travail en 2012 a atteint un niveau historiquement bas, avec moins de 950 000 sinistres recensés. Cette baisse est réelle, car elle se traduit tant par une baisse de l'incidence des fréquences que 35 accidents pour 1000 salariés, que de la gravité. On peut cependant regretter, comme l'année dernière, que les statistiques présentées par la Direction de la Sécurité sociale ne couvrent que les salariés du régime général. Elles laissent dans l'ombre la situation des agriculteurs, exploitants et salariés, et de la fonction publique. Le regroupement des données des régimes de sécurité sociale pour construire des indicateurs de surveillance communs reste lettre morte, faute de financement de la part de l'assurance maladie. Pourriez-vous, Madame la Ministre, inciter la CNAMTS à boucler le tour de table mis en place par l'Institut de veille sanitaire? Les accidents de trajet connaissent une baisse significative en 2012, mais restent au-delà du niveau de 2008. Il me semble qu'une analyse plus détaillée des causes de ces accidents est nécessaire. Les explications actuellement proposées, à savoir l'influence du climat sur l'évaluation de la sinistralité, sont peu satisfaisantes, surtout quand on prend en compte le fait
que le trajet est un facteur de stress en lien direct avec les risques psychosociaux. Enfin, le nombre de maladies professionnelles baisse également par rapport au pic atteint en 2011, mais sans retrouver le niveau de 2010. Le nombre de personnes atteintes de maladies professionnelles progresse de 5% en moyenne chaque année depuis 2007 et une part croissante d'entre elles souffre de polypathologies. Si l'on prend en compte le fait qu'une partie de la baisse de la sinistralité en 2012 est imputable à la conjoncture économique et à la faible croissance de la masse salariale, la situation du monde du travail au regard des risques accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles apparaît comme fragile. Il est d'ailleurs à noter que la France est toujours au-dessus de la moyenne européenne. Ceci ne doit pas aboutir à minimiser les progrès déjà accomplis, notamment pour la prévention des accidents du travail dans les branches les plus accidentogènes, comme le bâtiment. Mais ce diagnostic doit nous amener à soutenir la volonté commune, j'insiste sur ce point, des partenaires sociaux à rompre avec la logique de la simple réparation des dommages pour s'engager pleinement dans une optique de prévention tendant à faire disparaître les risques ou, au moins, à protéger le mieux possible les salariés. La signature prévue fin novembre de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion de la branche pour la période 2014-2017 doit marquer cette réorientation, qui n'est en fait qu'un retour au principe de la loi du 30 octobre 1946, intégrant à la sécurité sociale le régime fondé en 1898. Dès lors, les réductions d'effectifs prévues dans les CARSAT et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'INRS, créé en 1947, ne peuvent que nous inquiéter. S'il est nécessaire de dégager des marges de productivité, il ne peut être question, selon nous, de réduire les postes affectés aux actions de prévention et à la recherche. Pouvez-vous nous préciser, Madame la Ministre, quelles sont les intentions du gouvernement en la matière? La faiblesse des marges de manœuvre financières de la branche risque de limiter sa capacité à mettre en œuvre à budget constant ses actions de prévention. Or, une augmentation des cotisations patronales n'est pas ou n'est plus envisageable à court et moyen terme. En effet, l'adoption du compte de pénibilité, s'il est adopté par l'Assemblée nationale, créera parallèlement à la branche AT-MP un nouveau dispositif avec un mode de financement très similaire. Vous avez, Madame la Ministre, indiqué lors de votre audition à l'Assemblée nationale que le compte de prévention de la pénibilité impactera la branche AT-MP. Pourriez-vous nous apporter des précisions à ce sujet? La fragilité financière de la branche impose d'expliquer l'augmentation importante de la dotation au FIVA. C'est un chapitre très important. 435 millions d'euros cette année contre 115 l'année dernière et 320 millions en moyenne sur les années précédentes. Il ne fait aucun doute que le FIVA a besoin des sommes qui lui sont affectées. L'évolution de ses charges, telle qu'elle avait été présentée en 2012, s'est avérée largement sous-estimée, au point que le conseil d'administration du fonds a dû voter en octobre dernier un budget complémentaire d'urgence de 100 millions d'euros puisé dans son fonds de roulement. Celui-ci atteint désormais moins de la moitié de la réserve prudentielle. Si les charges du FIVA augmentent, c'est principalement parce que les dossiers des victimes et de leurs ayants droit sont réglés plus rapidement, et c'est là un point positif. Il ne saurait donc être question de réduire la dotation de la branche AT-MP. Néanmoins, Madame la Ministre, l'absence totale de dotation de l'État au FIVA en 2014 ne nous paraît pas acceptable. Si elle pouvait, à la rigueur, se justifier l'année dernière, le contexte financier du fonds a, on l'a vu, complètement changé. Dès lors, l'absence de dotation, qui est contraire au texte constitutif du FIVA et qui revêt de surcroît une forte dimension symbolique du fait de la double responsabilité de l'État dans l'affaire de l'amiante, en tant qu'employeur et en tant que régulateur, ne peut être cautionnée. J'estime qu'elle fait courir un risque non négligeable d'insuffisance de dotation budgétaire globale du fonds en 2014. Je me concerterai donc avec le rapporteur de la mission santé et les membres du groupe de suivi du rapport de notre commission sur l'amiante pour envisager un amendement lors du projet de loi de finances. Nous quittons l'hémicycle du Sénat, mais nous reviendrons bien entendu à 19h sur les enjeux de cette séance consacrée, je vous le rappelle, au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce sera le débat du 24h Sénat à 19h. Mais tout de suite, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, qui reçoit ce soir l'ancien Premier ministre et sénateur UMP de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin. Bonne soirée, à tout à l'heure.